Et voilà, c'est parti pour l'enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview sur le thème d'ouvrir le champ des possibles. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Sylvie Nash. Bonjour Sylvie. Bonjour Cécile. Bonjour, alors Sylvie, tu es l'auteur de 2 livres passionnants que vous trouverez aux éditions Quintessence. Le premier, c'est Ces armes qui nous ont tués, où tu nous expliques que nous gardons les mémoires de nos vies passées et qui viennent s'imprimer dans notre corps. Et le deuxième livre, c'est Mémoire karmique et épreuves de vie, où là, tu nous partages toute ton expérience sur les soins que tu as pu faire pour nettoyer ces mémoires et où tu nous expliques comment ces mémoires karmiques se manifestent sur nos corps et dans nos vies. Voilà. Alors, ça, c'est une de tes nombreuses casquettes, puisque tu es aussi enseignante en yoga du son, et c'est comme ça que nous nous connaissons, puisque je fais partie de tes élèves. Donc, je vais te laisser quand même toi te présenter, et puis si tu veux nous préciser des choses par rapport au message des livres, peut-être. Oui, en fait, je raconte mes expériences dans les deux livres. Et le premier livre, en fait, aurait dû être le second, mais à l'époque où on commençait à parler des mémoires, je me suis dit qu'il valait mieux commencer par ce qui n'était pas vraiment connu, c'est-à-dire toutes les armes que nous pouvions avoir dans le corps. Donc, ça a été une découverte extraordinaire. En fait, au départ, je n'étais pas du tout dans ce milieu des soins, puisque j'ai été d'abord professeure de français pour les étrangers. Mais depuis toute jeune, depuis l'âge de 9 ans, j'avais des problèmes sur le corps, entre autres des problèmes au cou. Et personne n'arrivait à me guérir de ça. C'était les vertèbres cervicales qui ne tenaient pas et qui me donnaient des migraines et des nausées épouvantables. Et ça a duré 50 ans. Et donc, très jeune, je me disais, il doit y avoir des solutions, parce que je disais à tout le monde qu'on avait dû me décapiter, qu'on avait dû m'étrangler, qu'on avait dû me pendre. C'était en moi depuis toujours, toute Ah, petite. alors, depuis toujours, tu avais la Depuis conscience des toujours, vies oui. passées, parce que justement, Oui. d'accord. Dès l'âge de 9 ans, dès que j'ai commencé à avoir des problèmes et que j'ai vu que c'était tout le temps, en fait, hein, ça a commencé lorsque ma mère m'a emmenée chez le coiffeur, donc à 9 ans. Et par la suite, chaque fois que j'allais chez le coiffeur, j'avais des crises le lendemain. Et donc, au départ, vu mon âge, j'allais voir des rebouteux, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Mhm. Mon père étant professeur de judo, donc il y avait un rebouteux qui s'occupait des judokas. Donc, c'est lui qui a commencé à me remettre mes vertèbres. Et puis après, on est passé au kiné et finalement aux ostéopathes. Et ça a duré une cinquantaine d'années. Je n'arrivais pas à me défaire de ça, sachant que c'était des mémoires. Mais comment m'en défaire et comment me faire soigner, puisque ce n'était pas du tout connu à Ah, l'époque. alors, Sylvie, avant ça, je reviens sur ta conscience des vies passées. Ça Oui, veut dire que dans ta famille, déjà, il y avait cette conscience-là, ou c'est pas vraiment du c'était tout. propre? En fait, pas du tout, parce que quand j'ai commencé à parler de ça, mes parents me regardaient un petit peu. Bon, ne me contredisaient pas, hein, Mhm. mais voilà, partout, chaque fois que je parlais de ça, on me regardait un peu bizarrement, d'où ça me venait. Et en fait, je crois que je suis née comme ça. Je suis née en ayant gardé les mémoires de mes vies passées. Et tout ça, ça s'est manifesté dans ma jeunesse, en fait, parce que quand je voyageais, entre autres, je me souviens en Angleterre, où je savais que j'avais vécu là. J'ai eu d'autres lieux où je me disais, je suis sûre que j'ai vécu là. Et il s'est passé plein de choses dans ma jeunesse qui n'ont fait que me confirmer qu'il y avait quelque chose à aller chercher au Donc, niveau des mémoires du passé. c'était des sensations de déjà Des vécu qui sensations ont de déjà lieu. vu, de déjà vécu ou de déjà connu. Et puis c'est vrai que ça faisait partie aussi de mes dons. J'avais des dons artistiques assez développés. Dans la famille, personne n'était artiste. Bon, moi, ça a été la musique. J'ai commencé le piano, j'avais 4 ans. Et très douée, je passais des concours, je remportais toujours les premiers prix. Et c'est vrai que ça posait problème pour mes parents s'il fallait que je suive cette filière-là ou que je fasse mes études, puisqu'à l'époque, c'était ou l'un ou l'autre. Et, et finalement, ils ont opté pour les études et ils ont bien fait, parce que j'aurais pas pu faire une carrière de pianiste. Je me voyais pas travailler pendant 6 heures tous les jours
pour le devenir. Donc, mais la musique a toujours été très, très importante pour moi, puisque finalement, je m'en sers pour les soins. Donc, c'est tout un parcours très, très bizarre, finalement, quand je regarde un petit peu en arrière. Et, et donc, cette certitude des vies passées que j'avais, j'ai fini par me dire peut-être que si je pratiquais la méditation, je pourrais peut-être avoir accès à ces vies. Et dès l'âge de 18 ans, en fait, je voulais pratiquer la méditation. Mais bon, ça ne s'est pas fait, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je ne savais pas trop d'ailleurs ce que je cherchais à l'époque. Je savais ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas trop ce que je voulais. Jusqu'à ce qu'à 44 ans, donc c'était quand même assez tard, je rencontre celle qui est devenue ma guide et qui m'a enseigné le son. En fait, ils étaient deux. Et elle, bon, je continue de la voir, elle est toujours vivante, elle habite Nice. D'ailleurs, je parle d'elle dans mes bouquins, elle s'appelle Ganesha. Et c'est elle qui a commencé à m'enseigner le son avec quelqu'un avec qui elle travaillait sur Paris. Mais lui, je l'ai quitté au bout de 7 ans parce qu'il y avait trop de problèmes dans le groupe et je n'adhérais pas à sa façon de faire. Ceci étant, il s'est occupé de mon cou pendant des années parce que quand j'ai commencé la méditation, mes problèmes de cou, problèmes cervicaux ont redoublé de violence. Ça veut dire que quand je travaille, toutes les semaines, quand je faisais mes méditations, le lendemain, mon cou était déplacé. Et donc, c'était énergétique. Et ça, j'ai vite compris. D'accord. Donc, tu avais la conscience que c'était lié à des vies passées et que donc c'était ça qui se réveillait, mais tu Oui, n'avais pas encore les solutions mais pour... j'avais pas la clé. la- J'avais pas du tout la clé. Et- Et c'est vrai que les premières années, je voyais mes mémoires défiler et beaucoup concernaient le cou, parce que j'ai vu des pendaisons, j'ai vu des décapitations, des étranglements aussi. Et donc j'avais cette faculté d'aller dans mes vies, de voir, en fait, c'était mes morts, c'est ce que je voyais. Bon, j'ai vu aussi mes morts de noyade, le feu, enfin, j'ai vu toutes sortes d'horreurs. Et j'avais donc accès à mes propres mémoires. C'est ça, Et mais puis quand on... petit à petit, lors des méditations, quand j'avais quelqu'un à côté de moi, je me suis rendu compte que lors des méditations, j'avais accès à ses propres mémoires. C'est comme ça que j'ai eu accès aussi à certaines mémoires de Ganesha dans lesquelles j'étais. En fait, on me montrait les mémoires avec les personnes que je côtoyais et qui étaient dans mes vies. Et du coup, c'est ça qu'on me montrait. Et très souvent, on me montrait mes morts. C'est ça que je voyais. Mais, Mais j'avais toujours pas la clé. Je n'avais toujours pas la clé. Et je me disais, certainement, il y a quelque chose à faire, mais je voyais vraiment pas ce que c'était. mais dis-moi, Sylvie, quand on est une enfant et qu'on voit passer comme ça ces morts qui en plus sont assez violentes avec des décapitations et tout, Ouais. ça doit être quand même très perturbant quand on est enfant, non? En fait, quand j'étais enfant, je les voyais pas. J'en avais la certitude, mais j'avais pas encore les visions. Les visions ont commencé lorsque j'ai commencé la méditation. Donc Hein. là, j'étais adulte. J'avais 40 et quelques années, hein. D'accord. Et donc, c'est à ce moment-là, lors de mes méditations, que j'ai eu accès à ces visions. Jusque-là, non. Et en fait, c'est par la pratique du son. Et c'est ce qui a développé certains dons que j'avais au départ. Déjà, bon, le fait d'être branché, on va dire, sur les mémoires, mais je n'avais pas encore eu de vision avant de commencer la méditation. Et donc, quand j'étais enfant, je me disais simplement qu'on avait dû me décapiter ou me pendre ou m'étrangler ou je ne sais pas, moi, il y avait aussi euh, les étranglements, les égorgements, enfin bref. Voilà, donc ça, si tu veux, c'était ce que je pensais, sauf que je n'avais aucune preuve et Mm. que les preuves ont commencé à arriver quand j'ai commencé la méditation, quand j'ai commencé à pratiquer le son. Et petit à petit, d'année en année, donc je commençais par voir mes mémoires. Et puis je me suis rendu compte que les personnes qui étaient à côté de moi, j'avais accès aussi à leurs mémoires parce que j'étais moi-même dedans, Mm. en Et le fait. fait de les voir, est-ce que ça te permettait de les nettoyer ou c'était pas Alors suffisant? justement, en fait, pas vraiment. C'est comme ça que je me suis posé des questions parce que lorsque j'ai commencé à avoir des mémoires qui étaient très très difficiles, entre autres une décapitation sous Henri VIII, un égorgement dans un lieu qui s'appelle Masada, où là ça m'a pris aussi des années pour comprendre ce qui s'était passé. Il a fallu faire, comme on dit, des dégagements. Alors justement, c'était pas avec Ganesha et celui avec qui elle travaillait. Et
Donc pendant quelque temps, j'avais plus de symptômes. Ça veut dire pendant quelque temps, ça allait mieux. Comme si la mémoire que j'avais vue ou qui avait été dégagée, on va dire, mais c'était dégagé sur un plan plutôt physique, ça allait. Et puis quelque temps après, en continuant les méditations, en continuant le travail, d'autres mémoires surgissaient. Et chaque fois, il y en avait d'autres. Ou les mêmes, mais c'était les mêmes symptômes. Chaque fois, j'avais à nouveau des crises au niveau de mes cervicales qui ne tenaient pas, des journées entières à avoir des migraines et des nausées tous les quarts d'heure, et tout ça, c'était absolument insupportable. Et donc, ça a duré, et ça a duré des années. Et j'ai fini par quitter le groupe parce qu'il y avait vraiment trop de choses qui n'allaient pas, au bout de 6-7 ans, je crois. Et là, j'avais déjà commencé à enseigner le son à des élèves qui voulaient pratiquer le son et la méditation. Ça, c'est grâce à Ganesha d'ailleurs, parce qu'elle m'envoyait les élèves du groupe où j'étais pour les mettre à niveau au niveau des sons. Donc, ils ne pouvaient pas prendre le train en route, il fallait quand même leur donner les bases. Donc, c'est moi qui le faisais. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, quand j'ai quitté le groupe, bah, j'ai eu mes propres groupes par la suite. Et c'est comme ça que toi-même, tu es arrivé dans le groupe quelques années après quand même. Et donc, je continuais ce travail, donc on le faisait avec mon frère, et qui lui aussi m'avait rejoint au niveau du son. Et puis un jour, on était tous les deux à faire une méditation. Alors non, il s'est passé quand même quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand j'ai quitté le groupe, j'ai eu 3 mois d'une période terrible. J'étais dans mon lit, comme une sorte de zombification. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et j'étais incapable de me tenir debout. Je n'avais pas l'impression d'être en dépression, mais j'étais vraiment très, très mal et je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Donc, à cette période, j'étais encore enseignante de français. Hein. Je travaillais dans une université privée de gestion. Et c'est tombé pendant la période où je n'avais pas de cours. Comme quoi, le ciel fait bien des choses. Oui. Et puis, je me suis sentie mieux au moment où il a fallu que je reprenne les cours. Sauf qu'il y a quelque chose à avait changé. C'est que lorsque j'ai émergé de ces 3 mois où j'étais vraiment comme un zombie dans mon lit, eh bien, j'entendais les guides. C'est-à-dire que j'étais devenue un canal, comme on dit. Et alors, Ganesha qu'il était, j'avais l'habitude de la canalisation, mais je n'avais jamais pensé que moi-même, un jour, j'allais devenir canal. Et ça a commencé après ces 3 mois. En fait, une autre médium que j'ai connue à l'époque m'a expliqué que pourquoi j'étais un peu comme un zombie dans mon lit, c'est parce que tous mes corps subtils, mon corps émotionnel, mon mental, étaient partis quelque part dans le cosmos et on les nettoyait. Et donc, quand je suis revenue à moi, eh bien, j'entendais les guides. Alors, évidemment, au début, je ne les entendais pas tous. Hein, il y a eu toute une progression aussi. Mais c'est lors d'une méditation qu'un des guides nous a dit, mon frère et moi, que maintenant, on était prêt à soigner. Alors, évidemment, là, c'était le scoop, parce que soigner, et soigner quoi moi, je n'avais pas fait d'études pour soigner, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Et là, le message disait qu'il me dirait ce qu'il fallait faire. Donc, comme je donnais des cours de méditation, de son, et que j'avais donc un premier groupe, c'est un jour une des filles du groupe qui m'a dit qu'elle aimerait avoir une entrevue avec moi. Elle avait des questions à me poser et elle voudrait me voir. Donc, ça a commencé comme ça. En fait, elle avait des problèmes et elle ne voulait pas en parler devant tout le monde. Donc, elle est venue me voir. Alors, je lui dis, mais tu veux quoi exactement? Elle me dit, je ne sais pas, peut-être un message. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé, parce qu'elle avait des symptômes et le message me disait, enfin, les guides me disaient ce qu'elle avait et que c'était relié à ses vies passées, entre autres ses morts passées. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Donc, au début, c'était mes élèves. Et puis, très vite, c'est passé au-delà des élèves. Et bon, au bout de la deuxième ou troisième fois, je me suis dit, si ça marche pour mes élèves, je peux peut-être essayer, parce que finalement, j'avais compris que ce n'était même pas moi qui soignais, ça venait par les énergies des guides de lumière, entre autres les archanges médecins comme Raphaël ou Michael, à qui j'étais reliée. Donc, et c'est eux qui m'ont dit comment faire, qui me montraient, alors j'avais les visions des morts des personnes qui venaient, donc on me montrait ce qui se passait. Et du coup, un jour, je leur ai dit, peut-être vous pourriez
me faire ce que moi je fais à tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils m'ont retiré mes mémoires. Et je dois dire qu'à partir de là, terminer les problèmes, terminer les migraines. Il y avait encore de temps en temps des nausées, mais je vomissais plus. Et là, c'est un ami acupuncteur qui m'a dit que j'avais mon méridien foie-vésicule qui avait été touché puisque ça passait par le cou. Ce méridien passe par le cou et se termine dans les yeux. Et en 2 séances, c'était réglé. Ce qui fait que maintenant, ça fait à peu près 17-18 ans que je ne sais plus ce que c'est que d'avoir une migraine ou d'avoir des nausées, etc. Alors que ça m'a pris 50 ans de ma vie, ça. Donc, je me suis dit que si ça marchait sur moi, ça allait continuer de marcher sur les autres. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Et tu vois Mais toujours... ce n'était pas les armes. Est-ce que tu revois toujours ces mémoires liées au cou maintenant qu'elles sont nettoyées ou... Non, je ne revois plus rien. Non. Une fois que la mémoire a été nettoyée, elle disparaît dans une sorte de rayon blanc, comme si elle s'évaporait comme de la vapeur. Ça part et on n'en parle plus. Mais je sais que quand je remontais ces mémoires-là encore, lorsque j'étais dans le groupe de méditation, ça m'arrivait de voir tout partir en blanc, mais je n'avais pas compris que ça ne partait pas complètement parce que je n'avais pas encore compris comment ça se passe. En fait, lorsque j'ai commencé à travailler sur les autres et après sur moi, les guides m'ont dit qu'il ne suffisait pas de nettoyer les mémoires sur le corps, il fallait les nettoyer sur l'âme. Et ils ont utilisé ce terme de disque dur comme pour un ordinateur. Et ils m'ont dit, il faut nettoyer le disque dur. Alors, je ne me souviens pas du tout, parce que ça fait 27-28 ans maintenant, je ne me souviens pas du tout comment je m'y prenais à l'époque. Mais donc, je devais faire quelque chose pour nettoyer les disques durs. Au début, j'en faisais qu'un, il y en a 3. Et je faisais revenir les personnes 2 fois, parce que je ne pouvais pas tout faire en une seule fois. Puis après, on m'a dit qu'il y en avait un deuxième, donc j'ai travaillé sur le deuxième aussi. Tout dépendait de l'âge. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait nettoyer les mémoires sur l'âme et après sur la personnalité, ça veut dire le physique, le corps d'énergie, l'émotionnel et le mental. Parce que si on travaillait seulement sur ces 3 premiers plans, ça allait évidemment alléger pour cette vie, mais comme ça n'était pas nettoyé au niveau de l'âme, dans les prochaines vies, ça reviendrait. Et alors, tu dis que ça dépendait de l'âge, ça veut dire que plus on est âgé, plus on a de mémoire qui remonte? Non, c'est-à-dire que plus on est âgé, plus on peut développer des plans et qu'on n'a pas accès à ces nouveaux plans. En tous les cas, c'est ce qui se passait au début. C'est ce que j'explique dans Ces âmes qui nous ont tués. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore eu la dernière phase de mes soins, si tu veux, qui est les phases avec l'ADN. Et en fait, au niveau de l'ADN, on m'a montré qu'il y avait évidemment l'ADN physique, enfin, celui qui nous vient de nos parents, qu'on appelle le génome humain. Mais on m'a très vite montré que nous avions notre propre ADN au niveau du spirituel et au niveau du divin. Et que toutes nos mémoires sont sur ces plans-là. Et c'est pour ça que depuis quelques années, mes soins ont totalement changé. Parce que justement, en ayant accès à ces plans d'ADN, du coup, l'âge n'a plus d'importance. Ça veut dire que je peux très bien, quelqu'un qui a 30 ans, lui retirer toutes ses mémoires, même celles qu'elle a pu avoir à 60 ou 70 ans, par exemple. Mais ça, c'est depuis les dernières années. Alors, par contre, Sylvie, j'aimerais bien qu'on revienne sur les vies passées, parce que toi, tu baignes dedans, donc ça te paraît évident, mais beaucoup de personnes, enfin, ils s'y attendent pas. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui enfin, je ne sais pas si c'est une question de croyance, mais enfin, voilà, qui ne croient pas, oui. Et alors, du coup, je sais que tu nous avais raconté une histoire assez incroyable sur une vie passée que tu avais retrouvée avec photo à l'appui. De cette conductrice, donc je voudrais bien que tu nous le partages, s'il te plaît. Oui, parce que ça, c'était un petit peu le tournant. Tout à l'heure, j'ai failli en parler, et puis je suis partie sur une autre idée. En fait, c'est vrai que moi, j'en étais sûre, parce que toute ma vie n'a été que confirmation par rapport à ça. Mais dans les années 80, c'est vrai que j'arrêtais pas de me dire, j'aimerais quand même bien avoir des preuves. Et un jour, on m'a parlé d'une astrologue karmique qui voyait dans le thème astral les mémoires karmiques, donc les mémoires des vies passées. Et jusque-là, bon, je m'étais toujours intéressée à l'astrologie, d'ailleurs j'en fais aussi, hein, l'astrologie karmique. Et je me suis dit, je vais aller la voir. Et
Et c'était en fait pour comprendre cette mémoire de Masada où on avait égorgé 960 personnes. Et donc, je suis allée la voir et elle m'a parlé d'une mémoire d'une chanteuse. Et elle m'a parlé d'une chanteuse anglaise. Bon, je l'ai cru puisque elle avait l'air de s'y connaître. En fait, c'était pas une chanteuse anglaise, mais française. Et, euh, et elle pratiquait les régressions sous hypnose. Enfin, pas tout à fait sous hypnose, on va dire en relaxation. Et donc, j'en ai fait 2 ou 3 avec elle. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé une mémoire de cette chanteuse où j'ai entendu son nom, j'ai entendu qu'elle était contralto, on m'a montré, donc j'avais des visions de sa vie. On me montrait en train de chanter des extraits ou de Et, l'opéra Faust de Gounod. Enfin, j'ai et, eu toutes sortes de choses quand j'ai fait ces régressions. et dans ces visions-là, tu as la conscience qu'il s'agit de toi et pas d'une autre Oui, oui, personne. oui. Non, non, j'ai la conscience que c'est moi. Parce qu'en fait, je me voyais marcher, donc je regardais mes mains comme si je les regarde là maintenant, par exemple. Non, non, j'étais dans le décor, on va dire. Je ne la Mm. voyais pas d'extérieur, mais j'étais dans le décor. Et j'avais donc des sensations et des choses qui me venaient. À un moment donné, elle chantait donc en récital. Et puis, il y avait plein d'hommes après dans les coulisses autour d'elle. Voilà. Alors, le nom que j'ai entendu, au départ, j'ai entendu Linda pour le prénom et elle pour le nom. Et je disais, il y a quelque chose devant le elle, mais je n'entendais pas très bien ce que c'était. Et en fait, un jour, bon, je passe les détails, je tombe sur un bouquin qui avait été fait sur les cantatrices de l'Opéra de Paris. Pardon, Et Sylvie, je t'interromps quand tu dis j'entendais, c'est dans ces souvenirs qui te revenaient de cette vie passée, tu oui, entendais qu'on appelait cette personne par oui, voilà. Lisa Oui, oui, Elda. on m'appelait comme ça. Et c'était dans ma régression, si tu veux. D'accord. Et dans ce bouquin, je tombe. Alors bon, la façon dont elle était habillée me montrait que c'était dans les années 1870, quelque chose comme ça, fin 19e. Et donc, je suis tombée, grâce à une amie, sur un livre qui venait de sortir sur les fabuleuses cantatrices de l'Opéra de Paris. Et le soir, donc, je regarde le livre. Alors, à ce moment-là, je pensais encore qu'elle était anglaise, ce que m'avait dit l'astrologue. Mais en regardant le bouquin, on me dit que c'était écrit on parlait de toutes les chanteuses qui étaient passées à l'Opéra de Paris. Alors je me suis dit que peut-être elle avait chanté à l'Opéra de Paris. Et en effet, dans les années 1875, je tombe sur, donc il y avait le nom de toutes les chanteuses, hein, et je tombe sur Lina Bell. Donc Lina Bell, moi j'avais entendu Linda et c'était Bell et le B je ne l'avais pas entendu. Et là, on disait qu'elle avait chanté les Fausses de Gounod, ce que j'avais entendu aussi dans ma régression. Alors là, j'ai eu le coup au cœur de ma vie en disant, mais voilà, ça y est, j'ai trouvé, c'est certainement ça. Et donc, comme à l'époque, j'allais beaucoup à l'opéra, bon, un petit peu comme maintenant, mais je connaissais la secrétaire du directeur de l'Opéra de Paris, donc je l'ai appelée pour lui demander s'il y avait une possibilité de consulter des documents. Donc, elle m'a dit qu'il y avait une bibliothèque. Et c'est comme ça que je suis tombée sur des photos, sur des interviews, sur le fait qu'en effet, elle avait chanté Faust, elle avait chanté d'autres œuvres évidemment, et que lorsqu'on m'a donné ses photos dans les mains, j'ai eu quand même un choc parce que c'était un peu ma tête au même âge, ça veut dire entre 20 et 30 ans. Voilà. Donc, je les ai là, je ne sais pas si tu voulais qu'on les Ah, montre. ben, volontiers, oui. Mais ça veut dire qu'on garde plus ou moins notre même. Voilà, donc ça, c'est la photo de la chanteuse, Hmm, donc Lina Bell. Et d'accord. puis, donc là, c'est vrai qu'il faut regarder côte à côte. Il faut regarder la morphologie, les yeux, la Ça, morphologie du visage. Et ça, l'autre. c'est moi à 20, 25 ans, je ne sais Ah plus ouais, c'est exactement. quand même impressionnant. Ouais. Ouais. Voilà. Et là, j'en ai une autre aussi. C'est un peu le même profil. Alors, c'est un peu les mêmes yeux. Attends, on le voit pas. Ah oui, Voilà. On va d'accord. peut-être faire comme ça. Voilà. C'est un peu les mêmes yeux, la même morphologie du visage, les oreilles aussi un peu collées. Enfin, quand on le voit, c'est assez bluffant quand même. Et Mhm. puis surtout, on parlait du Faust. Alors moi, j'avais entendu qu'elle était contralto. J'ai cherché aussi la documentation sur elle, où il était écrit qu'elle était contralto. Et voilà, enfin, il y a eu beaucoup de choses comme ça que j'avais entendues dans ma régression et qui se sont avérées justes. Donc là, ça a été vraiment la première preuve que j'ai eue, donc c'était dans les années 80. Ça s'est passé bien avant que je commence le son et la méditation. Donc après, quand j'ai commencé à avoir d'autres visions et d'autres mémoires qui sont remontées,
ça n'a fait que confirmer tout cela. Et je me suis rendu compte d'ailleurs en ayant lu des livres, entre autres, même dans la Bible, hein, où on parle de le mot vie en hébreu est pluriel, on parle de... Enfin, il y a beaucoup de preuves qui montrent qu'on a beaucoup de vie. Et j'ai toujours pensé d'ailleurs que si on n'en avait qu'une, eh bien la vie serait vraiment très très injuste parce qu'il y a trop de différences entre les uns et les autres et que si on a beaucoup de vie, tout le monde peut passer par des vies de richesse ou des vies de pauvreté, des vies où on est en bonne santé, où on est malade, où on a tel ou tel caractère, etc. Et que en mettant cette idée-là des vies successives, on comprend mieux les dons pour les uns, alors que bon, ils peuvent arriver dans des familles où il n'y a pas du tout ce don, ce qui était un peu mon cas. Voilà, enfin, quand on commence à réfléchir, on se dit qu'il y a une logique dans tout ça. Ouais. Et alors, enfin, par rapport à cette logique-là, quand tu retrouves une mémoire, donc on avait vu par exemple pour les mémoires de coups que là tu en avais en fait la problématique avec la douleur, mais est-ce que tu récupères aussi les connaissances ou les talents ou est-ce qu'il y a de cette vie-là? Ah, écoute, de toute façon, j'ai trouvé au niveau du coup que j'avais 120 mémoires. Alors, je n'ai pas retrouvé les 120 vies où c'était. Bon, j'en ai vu quelques-unes quand même, on va dire peut-être une dizaine, mais bon, c'est pas grave. En fait, au niveau des mémoires, il y a des personnes qui, quand elles viennent me voir, vont me dire, elles ont la soixantaine par exemple, mais madame, pourquoi ça m'arrive maintenant? Pourquoi j'ai tel symptôme maintenant? Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a des déclencheurs. Moi, j'ai eu la chance ou pas, ça reste à voir, hein, parce que vu que ça m'a quand même plombé 50 ans de ma vie, mais je peux faire ce travail grâce à ça quand même, j'ai eu la chance que ça m'arrive à 9 ans. Bon, mais il y a des personnes qui ont des déclencheurs à 50, 60 ou 70 ans. Moi, mon déclencheur, ça a été d'aller chez le coiffeur, de mettre ma tête sur le lave-tête à la hauteur des cervicales. Et c'est ça qui a réveillé mes mémoires au niveau des cervicales. Bon, j'ai eu beaucoup de personnes. D'ailleurs, quand on vient me voir, quand on commence à avoir un symptôme, je demande toujours ce qui s'est passé dans les mois qui ont précédé. Parce que bon, c'est ce que je raconte dans les deux livres, hein, surtout dans le premier au niveau des armes. Il y a toujours un déclencheur à des mémoires. Il se passe quelque chose, ça peut être une rencontre, ça peut être un film, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, ça peut être une pub, ça peut être quelques lignes dans un roman que l'on lit, une interview, n'importe quoi peut être un déclencheur. Et ça nous ramène à une vie où on a connu la même chose. Donc ça se passe au niveau de l'âme, l'âme reconnaît ce qui se passe et du coup ça va descendre dans le corps. Le corps, c'est vraiment la caisse de résonance, c'est la dernière étape en fait. Et là va s'installer le problème. Alors c'est valable pour les mémoires, on va dire, plutôt psychologiques ou émotionnelles, mais c'est valable aussi pour les mémoires totalement physiques, ça veut dire au niveau des armes. Et ça, les armes, ça a été vraiment une découverte. Parce que bon, toutes ces années, j'étais sûre qu'on avait beaucoup de vie et je les voyais, je les remontais. Mais l'histoire des armes, ça pour moi, ça a été la grande découverte. Ça s'est passé dans les années 96-97, je crois, grâce à un copain d'ailleurs qui était dans le même groupe de méditation que moi à l'époque. Et bon, il savait que j'avais commencé à soigner. Un jour, il est venu me voir pour me dire qu'il avait mal. Il m'a montré du côté de la vésicule biliaire et qu'il avait vu un kiné qui me connaissait d'ailleurs. Et le kiné lui a dit oh, mais vous n'avez pas une belle aura à cet endroit-là. À mon avis, vous devez avoir une mémoire, vous devriez aller voir Sylvie Nash. OK. Donc, il m'a téléphoné et en effet, il est venu me voir. Et là, bah, j'entends, pour commencer, retire-lui le glaive. Et voilà, retire-lui le glaive. Quel glaive? Je dis dans ma tête, quel glaive? Et là, j'ai la vision de deux chevaliers qui se battent en duel avec des glaives de plus d'1 mètre, enfin un truc, ils tenaient à 2 mains et chacun bon, donne des coups à l'autre. Il y en a un qui reçoit le glaive du côté de la vésicule. Bon, j'ai compris que c'était lui et il l'avait toujours fiché en fait. Il est mort avec le glaive fiché dans le corps.
Et alors, bon, je dis, mais je fais comment? Alors, on me dit, bah, tire dessus. Donc, la toute première fois, voilà, alors je prends un peu au pif, comme on dit, je tire, j'attendais encore, encore, enfin bref. Et après, on me dit, bah, tu fais comme pour les autres mémoires, tu déprogrammes les disques durs, tu déprogrammes sur les disquettes. Donc, ça, c'était les 3 premiers plans, c'est-à-dire émotionnel, mental et puis le physique. Et puis, 15 jours après, il m'appelle en me disant qu'il a plus mal et qu'il est retourné voir le kiné, qui lui a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a plus d'aura sombre, tout va bien. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, c'était retire les flèches, retire les javelots, retire les balles, retire ceci, retire cela. Et là, j'ai réalisé qu'on était une armurerie ambulante. Et en fait, toutes les douleurs que nous avons sur le corps, ça vient des armes. Alors, ça peut être aussi des organes qui fonctionnent très mal. Ça peut être donc des douleurs dans les muscles, dans le dos, devant. Enfin bref, on est plein d'armes. Alors, soit les armes sont restées parce qu'on est mort avec. Alors, quand je dis rester, c'est sur un plan subtil, hein, c'est quelque chose de subtil. Évidemment, on n'a pas encore découvert comment photographier. Alors, on peut photographier les auras, mais on n'a pas encore découvert un système qui pourrait les montrer. Parce qu'elles sont dans l'aura, mais elles sont fichées dans le corps quand même. Et puis, il y a aussi, et ça, je l'ai découvert par la suite, on peut très bien avoir été tué par une arme, mais l'arme a été retirée. Par exemple, on se bat sur le champ de bataille et puis on se bat avec quelqu'un devant et quelqu'un d'autre nous tue derrière. Bon, dernièrement, j'ai regardé un film encore où il y avait des batailles comme ça et je dis, ben voilà, quand je regarde des films avec des, des combats sur le champ de bataille, je me dis, c'est ce que je fais toute la journée. Donc, en fait, il y a ce que j'appelle les cicatrices d'armes. Donc, on peut très bien ne pas avoir l'arme, mais avoir les cicatrices. Et ça fait les mêmes symptômes. Parce que l'arme, elle a quand même pénétré dans un organe ou dans un endroit du corps. Et donc, la douleur va être quand même là. Mais il n'y a plus l'arme, mais il y a toujours la cicatrice de l'arme. C'est pour ça que j'appelle ça les cicatrices d'armes blanches. Et ces cicatrices, elles sont aussi dévastatrices que si on avait l'arme elle-même. Simplement, pour moi, ça me donne moins de travail. Parce que quand il y a l'arme, il faut la dissoudre. Et quand il n'y a pas l'arme, ben, ça va plus vite parce que j'ai juste à la déprogrammer des disques durs. Et ça, les armes, ça a été vraiment la grande découverte. Et je crois autour de moi, bon, je connais pas mal de thérapeutes, personne ne connaissait ça. Personne. Et en fait, par la suite, quand j'ai expliqué ça à beaucoup d'ostéopathes, ils ne comprenaient pas toujours pourquoi ils remettaient tout le temps les vertèbres, ils remettaient toujours les mêmes trucs. Ça ne tenait pas. Et ça ne tenait pas parce qu'il y avait ces mémoires à retirer. Et après ça tient. La preuve, mon coup, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, d'où l'importance aussi de nettoyer ces mémoires pour alléger toutes les douleurs voilà. comme l'émotionnel. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on les a retirées, alors attention, là maintenant, c'est vrai qu'on vient me voir une seule fois. Donc, ce n'était pas le cas avant où il fallait revenir plusieurs fois parce que je ne pouvais pas tout retirer. Mais au bout de tant d'années, avec l'expérience que j'ai, c'est évident que je peux le faire, sauf pour des personnes qui viennent avec des pathologies et des maladies installées. À ce moment-là, il faut peut-être quand même plusieurs séances. Mais une chose est sûre, c'est que très très souvent, on me téléphone ou pas, hein, mais on ne me redemande pas de séances parce qu'il n'y a plus de douleur. Les douleurs, tout ce qui concerne les armes, etc., on peut dire qu'à 100%, on est nettoyé. Ça veut dire que ça ne reviendra pas. Et j'ai découvert ces dernières années que le fait de travailler aussi sur l'ADN, eh bien, si on a des armes qui n'étaient pas encore apparues parce qu'il n'y a pas eu de déclencheur, donc elles sont là, sauf qu'elles ne sont pas apparues, eh bien, elles disparaissent aussi avec le travail de déprogrammation. Mais alors, nos vies actuelles, par exemple, parce que ces mémoires, elles se créent au moment de la mort ou on les crée aussi dans notre quotidien Non. En fait, il y a plusieurs sortes de mémoires. Là, je parle évidemment des mémoires des causes de nos morts. On est sur les morts ou les blessures que nous avons eues dans des vies. Bon, par exemple, des personnes à l'heure actuelle qui vont être blessées par balle ou blessées autrement. Bon, il y a quand même beaucoup de personnes comme ça, mais qui ne meurent pas. Mais ça va rester quand même dans la mémoire cellulaire. Donc, à ce moment-là, si on vient me voir, moi, je la retire parce que je retire les mémoires depuis notre naissance à l'univers, donc ce qui remonte assez loin,
jusqu'au jour où on vient me voir. Mhm. C'est-à-dire que si après m'avoir vu, on a un accident ou on a quelque chose, bon, c'est sûr que c'est bien de le retirer aussi des disques durs, par exemple. Mais tout dépend du déclencheur que nous allons avoir dans cette vie et tout dépend de ce que nous allons émettre. Donc ça, c'est sur le physique, on va dire. Après, si on vit des traumatismes, des chocs émotionnels, etc., il faut savoir que tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons va directement sur nos disques durs. Mhm. Ça veut dire que les disques durs, bon, moi, je nettoie évidemment tout ce qui est négatif pour garder que le positif, c'est-à-dire nos dons et tout ce qui peut nous servir. Mais tous les jours, on en met sur nos disques durs. Toutes ces mémoires, elles sont là, elles y vont. Après, c'est pour ça que de temps en temps, bon, je vois par exemple pour toutes mes élèves de méditation, bon, toi tu en fais partie, d'autres qui étaient encore avant toi, de temps en temps, on regarde pour nettoyer à nouveau, parce qu'on en met tous les jours. Mhm. Tout ce qui se passe va sur notre âme au niveau de nos disques durs. Mhm. Mais ça, ça fait partie de la vie en fait, hein. Alors évidemment, ça peut traumatiser. On peut avoir eu, je ne sais pas moi, des choses traumatisantes à 10, 20 ans, et puis ça peut remonter à 70 ans parce on a quelque chose qui va rappeler ça, et on a peut-être oublié ce qui s'est passé. Et en fait, il y a des choses qui peuvent revenir et qui peuvent justement faire remonter quelque chose qui est de cette vie-là aussi. Mais Mhm. quand on nettoie régulièrement, en fait, quand je dis régulièrement, on peut dire tous les 3-4 ans, ça suffit de nettoyer pour cette vie-là. Le plus difficile, c'est de nettoyer, évidemment, toutes les mémoires depuis on a commencé nos vies incarnées. Et ça, ce sont des millions de vies, hein. Ce sont des, enfin, pas de millions de vies, des millions de mémoires, Et donc là, on peut des venir te voir centaines de vies, justement car pour nous avons des centaines de vies, quelquefois même des milliers. Mhm. Voilà. Et donc là, on peut venir te consulter justement pour Oui, pouvoir. voilà. Ou des personnes que j'ai formées et qui peuvent le faire. Puisque Mhm. là, maintenant, je suis obligée de passer la main quand même. Et est-ce que tu constates des typologies de mémoire spécifiques selon les générations? Parce Alors non, pas du tout. Pas du tout, parce que ça ne dépend pas des générations. Alors, que. il peut y avoir des choses qui reviennent, par exemple, dans une lignée où il y a des femmes, par exemple, j'ai encore eu ça cette semaine, où la fille, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère ont eu des problèmes de viol, par exemple. Et ça revient, voilà. Donc ça, évidemment, c'est karmique. Ça veut dire que c'est la loi d'action-réaction, hein, et qu'elles se sont peut-être trouvées ensemble en étant hommes et en faisant ce genre d'actes épouvantables qui continuent évidemment à l'heure actuelle. Et voilà, mais ça, c'est autre chose. Chacun a comment dire, son propre canal de mémoire. Chacun a sa propre histoire. Mhm. Et quelquefois, c'est vrai, on peut rencontrer dans une seule famille des problèmes similaires, mais il peut y avoir évidemment l'ADN, hein, c'est la lignée, pourquoi pas, mais les mémoires appartiennent à chacun. Mhm. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je travaille sur les mémoires d'un enfant, ça ne va pas retirer les mémoires des parents ou vice-versa. D'accord. Quelquefois, donc les parents viennent me voir, bon voilà, vous m'avez retiré ça, mes enfants ont les mêmes symptômes, est-ce que du coup, si vous m'avez nettoyé ça, ça va les nettoyer aussi? Non, parce que c'est justement au niveau de l'ADN et chacun a le sien et qu'il faut en passer par chacun. Par contre, j'imagine qu'à notre époque, il y a quand même beaucoup moins de mémoire par l'arme blanche ou les glaives ou les javelots que pouvait y en avoir au Moyen Âge ou à Oui, des. mais bon, c'est ça, mais quand même beaucoup de personnes peuvent se faire attaquer au poignard ou des choses comme ça. Donc, mais très souvent, j'ai remarqué que si nous arrive quelque chose maintenant, ça va réveiller les autres mémoires. Ça va les réveiller. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a, par exemple, un accident, je sais pas, on se foule la cheville, par exemple, on tombe, on se casse une jambe, on se casse un bras, etc., bah, ça va réveiller les mémoires au même endroit. Et c'est pour ça que quelquefois, des gens viennent me voir en me disant, voilà, je me suis foulé la cheville ou je me suis cassé le bras et ça se répare mal, j'ai toujours des mémoires, j'ai toujours des douleurs, etc. Parce que ça a réveillé les mémoires au même endroit, Mhm. parce que c'est en fait un déclencheur. Donc les accidents, les attaques, enfin, tout ce qui peut se passer peut
réveiller des mémoires du passé. En fait, il y a toujours un déclencheur, toujours. Si je raconte une anecdote, je me souviens, bon, j'en parle dans mon deuxième livre, je crois, de cette femme qui était venue me voir, bon, ça fait pas mal d'années maintenant, et ça faisait 30 ans qu'elle toussait. Elle toussait, elle toussait, elle toussait, et quand elle avait sa crise, ça pouvait durer une journée. Et elle avait été voir tous les médecins, les guérisseurs, enfin, elle avait tout fait et personne ne trouvait ce qu'elle avait. Et donc, moi, je lui ai posé la question, ce qui s'est passé dans sa vie avant que ça commence. Et elle me dit, mais vous savez, beaucoup m'ont posé la même question, mais il ne s'est rien passé. Je lui ai dit, écoutez, c'est impossible, il s'est passé quelque chose. Et elle me dit, oui, bah écoutez, oui, c'est vrai. Bon, j'étais dans ma voiture et je me suis arrêtée à un feu rouge. Et puis, il y a une voiture derrière moi qui a mal freiné, qui m'a légèrement tamponnée. Elle me dit, mais légèrement. Et je lui dis, oui, mais enfin, il y a quand même une secousse. Elle me dit, oui, mais j'ai même pas eu le coup du lapin, c'était une petite secousse. Et là, on me montre une vision de quelqu'un qu'on est en train de torturer, qui a un entonnoir dans la gorge, et on lui met de l'eau. Et l'entonnoir, bah, elle l'avait toujours dans la gorge, l'entonnoir. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que le fait d'avoir eu cette secousse au cou a dû faire bouger l'entonnoir. Et je lui dis, après avoir eu cette vision, et comment ça se passe quand vous buvez, madame? Elle me dit, mais madame, je ne peux pas boire. Je prends une gorgée et je m'arrête. Je ne peux pas boire. Donc là, je me suis dit que ça devait être en effet le problème. Donc on a dissous l'entonnoir. Et quand je l'ai revue, je ne sais pas, 2 ou 3 mois après, elle n'avait pas eu de crise, mais bon, c'était pas tout le temps non plus. Mais elle m'a dit, je bois normalement. Donc, en fait, le fait d'avoir retiré ça a permis, voilà. Donc, ça peut être pas grand-chose, mais parce qu'elle-même, elle n'y avait pas attaché d'importance, et pourtant, ça venait de là son problème. Et le nombre de personnes qui peuvent avoir des secousses, le coup du lapin ou tomber, même une chute, ça peut ramener à des mémoires du passé où là, il va y avoir toutes sortes de problèmes sur le corps. Mm. Et ça fonctionne comme ça. C'est incroyable, hein, on est de voir Oui. tout ce qui touche Ah, les mais là, gens. je vois, j'ai encore des choses nouvelles. Bon, c'est vrai que j'ai déjà bien fait le tour de toutes les mémoires qu'on peut avoir, mais il m'arrive encore d'avoir des gens qui ont peur de trucs fous. Enfin bon, les peurs, c'est pareil, hein, les peurs, les phobies, tout ça, ça vient aussi des mémoires. Il y a Mm. des personnes qui me disent qu'elles ont des peurs, elles ne savent même pas pourquoi elles ont de ces peurs et d'où ça vient. Et là, bah, il faut aller chercher évidemment les causes dans les vies passées. Mm. Ouais. Mm. Ouais. Donc tout ce qu'on n'arrive pas à régler ou qui se règle pas par la médecine traditionnelle, ou voilà, ça peut être une piste pour les personnes d'aller Voilà, ça, chercher de ce côté-là. de toute façon, je reçois beaucoup de personnes qui ont vu les médecins avant de me voir, qui Mm. ont fait tout le parcours, comme on dit. On a fait des Doppler, on a fait des scanners, on a fait des échographies, et on ne trouve rien. Ben, on ne trouve rien parce que c'est subtil. Mais Mm. ce n'est pas parce qu'on ne trouve rien qu'il n'y a rien. Et très souvent, d'ailleurs, les médecins, ça se termine par c'est psychosomatique. C'est ce qu'on dit aux gens. Mm. Alors, ça peut être psychosomatique, pourquoi pas, mais ça ne suffit pas. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui viennent d'abord me voir et après vont voir un médecin. Et puis, il y en a d'autres qui ont vu des médecins pendant des années et on n'a pas résolu le problème. Et on vient me voir finalement par la force des choses. Quelquefois même, on ne croit pas à ce que je fais, mais on vient me voir quand même. Et puis, ça fonctionne quand même. Mm. Ouais. Incroyable, c'est passionnant. Et alors, bah, parce que l'heure tourne, donc Je ne sais pas, moi je te suis, c'est j'ai vraiment pas. pas, ouais, moi, je trouve ça passionnant, mais quel est en fait, pour conclure en fait, quel est le ou les grands enseignements que tu retiens en fait de tout ce riche parcours d'expérience et de découverte et de compréhension de nos mémoires? Si tu avais vraiment un message à nous transmettre par rapport à tout ça, ce serait quoi? Eh bien, ce serait que si toute l'humanité arrivait à accepter cette grande loi de réincarnation et de vie successive et de mort successive, bah, l'humanité avancerait et surtout décidait de se faire retirer toutes ces mémoires. S'il y avait de plus en plus dans les années qui viennent des personnes qui fassent ce travail, eh bien, il y a beaucoup de maladies, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, toutes sortes de souffrances, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales, et même spirituelles,
qui pourraient être évitées, parce qu'à ce moment-là, la personne aurait retrouvé une sorte d'entièreté avec tout son potentiel, parce que nous avons des potentiels et que très souvent, on ne les utilise pas parce que c'est enfoui sous nos souffrances et sous nos problèmes. Et la grande leçon de tout ça, c'est en fait que ça vient parce que l'humanité ne s'aime pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment de cette énergie, parce qu'il faut savoir que cette énergie qui enlève, et ça j'en ai pas parlé, donc il faut quand même le dire, cette énergie qui enlève toutes ces mémoires, qui déprogramme tout ça, c'est une énergie d'amour qui est envoyée par les guides. Et cette énergie d'amour, c'est aussi une énergie de lumière. Et si chacun pouvait la recevoir totalement, eh bien, le corps et l'émotionnel, le mental et l'âme seraient totalement débarrassés pour retrouver tout son potentiel et tous ses dons et tout ce qu'on peut faire en fait dans une vie qui est si riche et où il n'y aurait plus de blocage. En fait, c'est quelque chose qui nous libérerait totalement. Donc, tout est là et le travail, c'est d'accepter de recevoir Voilà, et accueillir. de s'ouvrir à une autre conscience pour arriver à comprendre que tout est vibratoire, que tout est lumière, que tout le monde reçoit cette énergie d'amour-lumière et que, bon, certaines personnes, bon, moi j'ai eu quand même une grâce du ciel de pouvoir l'utiliser pour essayer de retirer un petit peu cette souffrance à toutes ces personnes qui viennent me voir depuis si longtemps et que plus il y aura de personnes qui pourront pratiquer ces méthodes et que même la médecine l'acceptera. Bon, c'est vrai que je travaille aussi quand même avec des médecins et beaucoup de personnes qui sont dans le corps médical et qui acceptent ça. Eh bien, à un moment donné, l'allopathie et tout ce qui concerne la, ces guérisons, on va dire, énergétiques, hein, eh bien, on aura fait un grand pas pour l'humanité. Hein. Alors bon, moi je suis une optimiste née. J'espère que d'ici une cinquantaine d'années, les choses auront évolué. Ça sera après moi. En tout cas, un grand merci Sylvie pour ton partage. C'est toujours aussi passionnant d'échanger avec toi. C'était un plaisir. Je rappelle tes 2 livres que vraiment j'encourage tout le monde à lire. C'est vraiment passionnant. C'est Ces armes qui nous ont tués et Mémoire karmique et épreuve de vie aux éditions Quintessence. Alors j'en ai un troisième là qui commence à ma tête parce que plusieurs personnes m'ont demandé si j'allais en faire un troisième. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses dont je n'avais pas parlé dans les 2 premiers. Et donc, je pense que je vais m'y mettre peut-être l'été prochain. Enfin, il faut que je prenne du courage à 2 mains parce que c'est un gros travail. Ah bon. Ma propre trilogie, on va dire. Ah ben, j'ai hâte de le lire. Merci beaucoup. Merci à toi, Cécile. Et puis, bonne fin d'année et bonne nouvelle année, puisqu'on termine un cycle pour en repartir sur un autre. Oui. Et ça me permet de souhaiter à tous ceux qui regarderont cette interview de passer une nouvelle année justement dans l'harmonie et dans la plénitude, on va dire, et dans la lumière de tout ce qu'on nous donne et qu'on ne perçoit pas toujours. Voilà. Merci à toi. Merci Sylvie. À bientôt. Au revoir. À bientôt.